Bonjour à toutes et à tous. Et on va pouvoir commencer. Harold, je vais te laisser la parole pour un petit mot d'introduction. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, je peux pas mettre ma caméra parce que je suis dans un endroit où ma bande passante là, est très faible. Moi, je suis Harold David, donc l'un des coprésidents d'AFSC. On vous propose donc ce webinaire sur comment prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles, sujet évidemment plus que d'actualité, mais qui avait besoin qu'au niveau du Festival Off, ça devienne un vrai sujet, à la fois de travail, mais aussi d'action. Et c'est tout le sens du plan qui a été mis en place depuis 2 ans. Avec tout un travail qui avait déjà été fait, qui avait porté notamment Chloé Suchel, qui vient de prendre la parole auparavant au sein de l'association. Ce plan est porté par notre administratrice déléguée Agnès Chamac, qui est avec nous ce matin, qui sera une de nos interlocutrices pour ce temps d'information euh, dédié. Je salue aussi la présence de Patrick Zard et de Jérémy Bourges. Je ne sais pas s'il y a d'autres membres du conseil d'administration, je les avais repérés, donc voilà, je les Il y a remercie Patrick d'être Sarr. avec nous. Voilà. Patrick et Jérémy. En dehors donc de ce webinaire qui va se dérouler aujourd'hui, il y aura aussi un temps fort avec une table ronde pendant la place à la filière qui sera proposée entre le 12 et le 14 juillet sur une thématique dont je laisserai le soin à Agnès aussi de vous dire quelques mots puisqu'elle a travaillé ardemment avec toute l'équipe et Chloé à sa mise en place. Voilà, je vous souhaite une bonne réunion de travail, beaucoup d'informations et vraiment tout est dans le titre, hein, prévenir et agir. C'est une manière de lutter plus qu'utilement contre les risques. Voilà, pour qu'il n'y ait pas à gérer des situations justement de violence, il faut créer en sorte que les conditions de se prémunir de leur existence se fassent en amont, et c'est tout le sens de ce travail. Chloé, je te repasse la parole, et puis ensuite Agnès, et bon webinaire à toutes et à tous. Merci Harold. Euh, Carole. Agnès, c'est à toi. Eh bien, bonjour, je suis ravie de vous retrouver ici et j'espère que le festival se présente bien et se prépare bien. Voilà, je suis Agnès Chamac, je suis comédienne et directrice du Théâtre des Brunes. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis membre du CA au Collège des théâtres. Et oui, ici administratrice à la délégation contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, plus communément appelée les VHSS, au sein donc de notre association. Effectivement, un webinaire s'imposait car AFSC prend à bras le corps la lutte contre les VHSS. Force est de constater que la parole se libère dans tous les sens du terme, ce qui renforce notre détermination à aller plus loin dans nos actions. Alors, quel est le contexte dans lequel nous devons agir, nous devons informer, nous devons prévenir? C'est celui du Festival d'Avignon qui a sa spécificité. Effectivement, il est conséquent et par sa nature, il est en même temps un lieu professionnel et en même temps un lieu de vie personnelle. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne AFC, au village du Hof où c'est un lieu festif, un lieu de concert, etc. Et c'est auprès justement de ces deux sphères que nous allons renforcer la sensibilisation et la prévention. Alors pourquoi cet engagement? Je voudrais dire deux mots sur ma propre expérience. Je suis comédienne, comme je vous l'ai dit, directrice de théâtre, responsable de compagnie et j'ai été à maintes reprises confrontée à des comportements sexistes, violents, latents ou évidents. C'est l'identification de ce besoin, d'un besoin réel sur le terrain, qui m'a conduite à m'investir, à m'engager dans cette lutte, car les silences, les non-dits ont trop duré. Voilà, plusieurs. Donc, comment va se dérouler ce temps de parole, ce temps d'information? Euh, Au préalable, plusieurs actions vont être mises en place sur la sensibilisation, sur la prévention.
l'information et la prise de conscience des comportements. Et c'est pour cela que nous allons aujourd'hui accueillir plusieurs intervenantes et partenaires. Je suis ravie, parce que nous travaillons ensemble depuis déjà plusieurs jours, de vous présenter. Alors tout d'abord, celle effectivement que vous avez entendue depuis le début, Chloé Suchel, qui est en charge de la modération de ce webinaire et avec qui je collabore au sein de cette délégation. Elle est directrice de la communication et des relations publiques d'AFSC. Et c'est elle, au sein du festival, qui sera la référente VHSS. Ensuite, j'aurai le plaisir de donner la parole à Maude Fontanelle, du planning familial, qui est formatrice au VHSS et animatrice de prévention et conseillère conjugale et familiale. Elle nous permettra justement de faire un état des lieux un état des lieux. Voilà. Et j'aurai aussi le plaisir de donner la parole à Léa Zaouk de la structure 3SA Conseil, qui est psychologue du travail, spécialisée santé, sécurité au travail et également formatrice du VHSS et qui sera là aussi pour aiguiser nos prises de conscience et notamment auprès des responsables d'équipe, responsables de théâtre pour aiguiser notre vigilance. Voilà, Maude, je te cède la parole. Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez? Oui. Bonjour Maud. Je travaille au planning et effectivement, moi je m'occupe beaucoup des sensibilisations VSS dans le spectacle vivant. Je sensibilise et je forme le Festival d'Avignon, le IN et le OFF, sur ces questions-là, ainsi que les structures locales. Je vois qu'il y a plusieurs participantes au webinaire que j'ai déjà formé. Pour poser un peu le cadre aussi et pourquoi on parle de plus en plus de VSS dans le spectacle vivant, c'est qu'il y a un plan, vous le savez sans doute, un plan du ministère de la Culture depuis 2022 qui rend obligatoire cette prévention. Je vais vous partager, si j'y arrive, le temps que je trouve à partager, juste vous mettre un petit point de vigilance. Vous voyez mon écran, mon PDF? Oui. Juste redire un petit point de vigilance. Comme vous le savez, c'est un sujet qui est sensible. Donc, si jamais c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à couper votre caméra, à aller souffler. À aller souffler, à aller respirer, à revenir vers nous plus tard. On vous donnera aussi les coordonnées du planning familial, on est là si vous avez besoin de parler, parce qu'on sait que quand on parle de VSS, c'est compliqué puisque ça peut venir nous remuer dans nos propres vécus et on le verra. Vu les chiffres, nous sommes nombreux et nombreuses à être concernés. Donc, un point de vigilance aussi sur les chiffres qui sont difficiles à entendre, même si nous sommes déjà, pour certaines, au courant de cette réalité. Je vous le disais, il y a un plan mis en place par le ministère de la Culture et dans ce plan, effectivement, il y a la sensibilisation des équipes et la formation des équipes ainsi que de l'affichage. Ça, on y reviendra pendant le webinaire. Et puis, ben, la mise en place de cellules ou d'équipes VSS avec des référentes, mais on en parlera tout au long de ce webinaire. Euh, Juste pour rentrer un peu en matière, quand on parle de VSS, alors moi je dis souvent VSS plus que VHSS parce que c'est plus facile à prononcer et que le harcèlement étant une violence, je mets tout dans le même paquet, mais le ministère de la Culture parle de VHSS. Quand on parle de VSS, on parle donc de sexisme. Le sexisme, vous le savez sûrement, c'est ce qu'on appelle une discrimination qui est basée sur le genre. Il en existe 25 qui sont
définie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le sexisme est donc un système qui est lié à des stéréotypes de genre, on y reviendra, et peut se cumuler à d'autres discriminations comme le racisme, le validisme pour les personnes en situation de handicap, la grossophobie, enfin, il en existe 25. Et plus il y a de discrimination, plus il y a d'oppression, plus effectivement les chiffres de la violence augmentent. Il y a un lien fort, évidemment, entre la lutte contre le sexisme et la lutte contre une autre discrimination, les LGBTQIA+, phobie. Et donc, les principales victimes du sexisme sont les femmes et les minorités de genre. Les principales victimes, et là, je vous mets en alerte pour la slide suivante, les principales victimes des violences sexistes et sexuelles avant les femmes et avant les minorités de genre, ce sont les enfants. Je vous donne quelques chiffres sur ces violences qui démontrent à quel point on est dans quelque chose de systémique, c'est-à-dire que c'est un système. Les violences sexuelles, ce ne sont pas des faits isolés, c'est ce qu'on appelle un fait de société et les chiffres nous le démontrent. Le rapport de la Ciivise nous a montré l'année dernière que 160 000 enfants sont victimes de violences chaque année et 5,4 millions d'adultes ont été victimes dans leur enfance, avec des chiffres issus de mémoire traumatique et victimologie qui révèlent que ces violences débutent très jeunes. Vous voyez, 51% avant l'âge de 11 ans. Sur les personnes adultes, 14 000 femmes et 16 000 hommes déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. 9 victimes sur 10 connaissent leur agresseur. Très peu de victimes déclarent avoir déposé plainte. Et on est à 210 000 viols ou tentatives commis sur des femmes en 2021, soit un viol toutes les 2 minutes 30. Ce sont des chiffres très récents qui sont issus du ministère de l'Intérieur, avec 87% des auteurs qui sont des hommes, et puis un chiffre qui a été révélé dans Le Monde ces jours-ci suite à la une de MeToo que vous avez sûrement vu, 94%, c'est la part des accusations de viol classées sans suite, un chiffre qui augmente par rapport aux années précédentes. Tu m'arrêtes, Chloé, s'il y a des questions en route, hein. Oui. Très rapidement, pour vous dire que en fait, le HCE, c'est le Haut Conseil à l'égalité. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous le conseille parce elles ont fait aussi un rapport sur l'état des lieux dans la culture. On y reviendra. Donc, c'est une mine d'informations. Juste pour vous dire que le rapport 2024 démontre que le sexisme s'enracine, voire augmente. Et que quand on parle de système, c'est qu'en fait, le sexisme s'imprègne dès les foyers, donc dans la famille, perdure à l'école, ainsi que sur le numérique. C'est ce qu'on appelle du coup des incubateurs du sexisme, avec ce qui ressort beaucoup, comment vous dire, la non-conscientisation de faire perdurer certains stéréotypes. Vous le voyez sur la famille, 90% des parents pensent avoir donné une éducation identique, alors qu'en termes de ressenti, ce n'est que 21% des Français et Françaises qui ont eu l'impression d'être éduqués de la même manière, quel que soit leur genre. Et puis, ce qu'il y a à retenir, c'est que plus le féminisme avance, plus le masculinisme s'organise avec énormément de moyens et beaucoup plus que les nôtres. Juste deux petites notions avant de passer la main. Quand on parle de violence sexiste et sexuelle, on parle de continuum et on parle de culture du viol. Le concept du continuum, c'est de dire, vous le voyez avec cette image d'iceberg, qu'il y a une continuité entre des comportements sexistes et des actes de violence. C'est la même chose pour toutes les discriminations. Si on parle de racisme, par exemple, ben, il va y avoir une continuité entre des comportements, des propos racistes et des actes de violence racistes. Donc, on voit dans les manifestations implicites, donc l'iceberg
en dessous, dépréciation, humiliation, ce qu'on appelle humour, évidemment, blague avec des gros guillemets sexistes. Donc, c'est la partie en dessous, alors que les manifestations explicites sont, bah, vous le savez, tous les différents types de VSS dont on reparlera. Et c'est cette banalisation qui va entraîner les violences. C'est ce qu'on appelle un terreau favorable au VSS. La culture du viol, c'est peut-être une notion qui vous parle plus que le continuum parce qu'on en parle plus. La culture du viol, c'est plusieurs choses. C'est la banalisation, la minimisation, voire l'érotisation, la justification de violences sexistes et sexuelles partout. Dans les médias, dans la musique, dans la publicité, dans les films, je suis sûre que dans les livres, je suis sûre que vous avez en tête certaines productions culturelles qui banalisent ces violences. Et on voit d'ailleurs très bien la différence de traitement dans des films, par exemple, sur des scènes de viol commises sur une femme ou une scène de viol commise sur un homme. La façon dont la scène est filmée est extrêmement différente. La scène de viol commise sur un homme est tournée comme un acte de torture, alors que très souvent, les scènes de viol commises sur des femmes est tournées de manière très érotique, avec de la musique, une certaine lumière, et parfois même finalement une femme qui... je ne sais pas comment vous dire ça. Enfin, je crois que vous avez compris euh, la, la, la différence. Voilà, c'est fait de manière très différente. On le voit aussi beaucoup euh, dans les publicités de Gucci ou Dolce Gabbana, pour ne pas les citer. La culture du viol, c'est aussi la responsabilisation des victimes et la victimisation des agresseurs. Le pauvre Gérard, à qui on va briser la carrière, j'ai dit Gérard au hasard évidemment, la victimisation la responsabilisation, pardon, des victimes. Et puis pour terminer, c'est ce qu'on appelle aussi le mythe du bon viol, c'est-à-dire que dans notre, euh, dans notre société, on pense que le viol, c'est un acte qui est commis de nuit dans une ruelle sombre et vide par un inconnu avec une arme. Euh, c'est ça qu'on appelle le mythe du bon viol, alors qu'on le sait, alors ce genre de viol existe évidemment, mais il représente moins de 10%. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, 9 fois sur 10, la femme connaît son agresseur. Donc, ce ne se passe pas dans une rue la nuit, mais très souvent au sein des maisons, parce qu'il s'agit de notre conjoint, de quelqu'un de notre famille ou bien d'un collègue. Voilà pour cette première petite Très introduction. bien, merci, merci Maude. Je voudrais maintenant qu'on donne la parole à Léa Zaouk. Léa Zaouk, elle, elle va donner des outils qui vont être précieux, notamment à tous les responsables d'équipe, aussi bien les directeurs que les les directeurs de théâtre que responsables de compagnie, afin d'aiguiser la vigilance, voilà, d'identifier des problèmes de comportement à cet endroit-là. Léa, je te donne la parole. Oui, Ah, merci beaucoup. Merci Agnès, vous voyez bien mon écran? oui, très bien. Parfait. Donc, je suis Léa Zaouk, psychologue du travail, et j'interviens effectivement dans l'accompagnement des entreprises et des employeurs pour mettre en place un dispositif de prévention des violences sexuelles et sexistes. Donc, le but de cette intervention, c'est dans un premier temps une approche psychosociale des violences sexuelles et sexistes pour comprendre un petit peu les racines de ces comportements ou de ces propos. Et ensuite, on passera rapidement sur l'obligation réglementaire et les obligations des employeurs pour la prévention des violences sexuelles et sexistes. Oui, c'est important de reprendre la législation. Là, tout responsable, il trouve un outil précieux.
Donc, on va parler effectivement de construction des stéréotypes et notamment des stéréotypes de genre. Donc, il faut savoir que dans le fonctionnement normal de notre cerveau est habitué à catégoriser les informations parce qu'en fait, il est noyé tout le temps sous une tonne d'informations. Et afin de répondre plus rapidement à notre environnement, on est habitué voilà, à catégoriser ces informations. Donc, par exemple, dès le plus jeune âge, on arrive à comprendre ce qu'est un vélo, une voiture, un train, par exemple, et ça va nous permettre d'avoir la réponse adaptée en fonction de cette information qu'on va traiter plus rapidement. Voilà, ça nous permet de trier, simplifier et ranger pour avoir souvent une réponse d'évitement pour nous protéger. Le problème, c'est que on fait la même chose pour les individus. C'est-à-dire qu'on catégorise en fait les individus, les humains, et on les emprisonne dans des cases, et c'est ce qu'on va appeler du coup les stéréotypes. Donc, dès notre enfance, dès notre construction, on a appris dans nos stéréotypes que les femmes sont serviables, sont douces, entre autres, hein, c'est que deux exemples, que les hommes sont forts et virils. Et en fait, ces stéréotypes, ils nous polluent un petit peu l'image de chaque personne parce qu'en fait, il se trouve que chaque individu est différent et que donc, on ne peut pas les enfermer dans ces stéréotypes. Il n'y a aucune preuve scientifique qui prouverait que les hommes et les femmes sont différents en fonction de leur cerveau, que les femmes, par exemple, sont plus émotives, que les hommes sont moins émotifs. Ça, il n'y a aucune preuve scientifique qui prouverait ces différences. Donc, c'est vraiment notre construction à travers notre différentes formes d'éducation qui a construit ces stéréotypes de genre. Et en fait, ces stéréotypes de genre, ils sont intégrés dès le plus jeune âge et ils nous poussent à nous comporter conformément à ces stéréotypes et conformément à ce que la société attend de nous. Vous avez certainement entendu que les petites filles s'orientent plus dans des carrières littéraires et les petits garçons et les garçons plus vers des carrières scientifiques. Et en fait, il y a des chercheurs en psychologie sociale qui se sont posé la question, au final, est-ce que les filles sont moins douées en mathématiques que les petits garçons? Et du coup, ils ont mené une expérience de psychologie expérimentale en 2007 sur 450 élèves de 6e et de 5e, où ils ont divisé chaque classe en deux groupes mixtes et ces élèves doivent reproduire une figure complexe. C'est exactement le même exercice pour toutes les classes. Dans un premier groupe, par contre, cet exercice est présenté comme un exercice de géométrie et dans un second groupe comme un exercice de dessin. Et en fait, on va mesurer les scores et on va voir la différence donc, en fonction du genre et en fonction de comment est présenté cet exercice. Les résultats montrent qu'il y a une énorme différence dans les performances des filles, alors que, je le répète, c'est le même exercice. Lorsqu'on présente cet exercice comme un exercice de géométrie, elles ont tendance à plus échouer que si on leur présente comme un exercice de dessin. On remarque aussi cette différence chez les garçons, mais elle est beaucoup moins significative. Ce que ça signifie, en fait, c'est que les petites filles ont intégré ce stéréotype qu'elles sont moins douées en mathématiques et elles se comportent conformément à ce stéréotype, à ce qu'on attend d'elles. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale la menace du stéréotype. Donc, on va le voir après plus en détail pour comprendre un petit peu les impacts aussi des propos sexistes, notamment sur les comportements des personnes qui sont visées. Avant ça, j'aimerais revenir, on en a parlé un petit peu, donc du coup sur le sexisme. Il existe différentes formes de sexisme. Donc le sexisme, déjà, c'est le traitement différencié en fonction du genre. Donc on ne va pas traiter une même personne, que ce soit par des propos ou des comportements, si elle a un genre féminin ou un genre masculin. Donc, on est confronté dans la société à plusieurs formes de sexisme, soit effectivement à nous ce qu'on appelle du sexisme bienveillant, c'est un terme de psychologie sociale. Ce terme est un peu critiqué aujourd'hui parce qu'il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas forcément de sexisme bienveillant, mais on utilise ce terme-là pour comprendre effectivement aussi ses impacts. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle sexisme bienveillant. Donc, en fait, il est basé sur l'attribution de qualités et rôles spécifiques et dits complémentaires entre les hommes et les femmes. Ça peut être des propos paternalistes qui infantilisent ou maintiennent un déséquilibre homme-femme.
Des compliments sur le physique, le comportement, la tenue vestimentaire risquant de réduire l'autre à son apparence ou à un objet de désir. Et c'est aussi, surtout dans le cadre de l'entreprise, la valorisation pour des compétences professionnelles perçues comme genrées. Par exemple, Chloé, tu vas prendre les notes parce que tu sais tellement bien prendre des notes que c'est toi qui vas prendre les notes pour cette réunion. Voilà. Parce qu'effectivement, Chloé est une femme, c'est elle qui est en charge de rédiger le compte-rendu. Il y en a d'autres comme ça. Euh, Par exemple, demander à un homme de pousser une armoire parce qu'effectivement, c'est un homme et que du coup, il est fort et viril et il est capable de déplacer cette armoire. Le sexisme masqué, il a pour objet de traiter un sexe de manière défavorable par rapport à l'autre sexe, mais de manière volontairement camouflée. Il se traduit par des remarques et des blagues sexistes sous couvert de l'humour et l'affectation des femmes et des hommes à certaines tâches conformes aux stéréotypes de genre et aussi l'exclusion ou l'infériorisation. Le sexisme hostile, c'est une attitude négative explicite à l'égard des femmes ou des hommes. Cette fois-ci, il est intentionnel et visible et il s'exprime ouvertement. Il peut s'agir de manifestations d'irrespect ou de mépris, voire d'injures, de propos dégradants, dévalorisants ou infériorisants associés à un dénigrement des compétences ou des capacités, et également des remarques culpabilisantes sur les responsabilités familiales. Ce que je vous propose pour vous permettre de mettre un petit peu en perspective ces différentes formes de sexisme, c'est que je vais vous présenter sous forme de slides des situations de sexisme et je vais vous laisser écrire dans le chat, du coup, à votre avis, si on est face à une situation de sexisme bienveillant, masqué ou hostile. Allez, on y va pour la première slide. Donc, on est dans une situation de réunion de travail. Et à ce moment-là, il y a deux femmes qui plaisantent et qui disent « Il ne peut pas faire le café, c'est bien connu, les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps. » Alors, à votre avis, dans quelle forme de sexisme on se situe par rapport à cette réflexion de ces deux femmes? Bienveillant. D'accord, je vous laisse l'écrire comme ça dans le chat si vous voulez bien. Comme ça, on pourra comparer un peu. Chloé, je te laisse me dire du coup ce qui ressort. Oui, tout à fait. Il y a déjà trois. La plupart des réponses de Élise, Camille, Vanessa et Margot, elles sont d'accord pour dire que c'est du sexisme masqué. Patrick nous dit sexisme bienveillant. Bienveillant aussi, de la part de France. Le masqué prédomine pour le moment. Ok, bon, Jérémy on nous est dit d'accord. à peine masqué. À peine masqué, ouais. Donc Et effectivement, Jérémy. c'est du sexisme masqué. Pourquoi? Parce qu'on utilise l'humour, en fait, pour faire passer un propos qui est sexiste. Il faut savoir que c'est pareil au niveau du cerveau. Notre cerveau n'est pas capable de faire deux choses en même temps qui demandent de l'attention. Donc là aussi, pas de différence entre les hommes et les femmes. Personne n'est capable de faire deux choses en même temps. Ensuite, donc c'est une femme qui arrive dans une réunion de travail et cette personne lui dit « Salut ma belle ». À votre avis, on est dans quel type de sexisme? Pour le moment, le chat penche sur du sexisme bienveillant. À l'unanimité pour le moment. Ok. Parfait, on est d'accord, on est sur du sexisme bienveillant. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, salut ma belle, ça pourrait être perçu comme un mot gentil. Le problème, c'est que derrière ça, c'est un propos paternaliste qui, dans le cadre du travail, infantilise les femmes et ça n'a pas du tout à avoir lieu dans un contexte professionnel. Les recherches ont montré en psychologie sociale qu'en fait, le sexisme bienveillant a plus d'impact sur notamment le cerveau et provoque ce qu'on appelle une dissonance cognitive et du coup empêche aussi de la performance et des process de mémorisation chez les personnes qui en sont victimes. Donc en fait, le sexisme bienveillant a plus d'impact que les autres formes de sexisme parce qu'il est plus difficilement identifiable. On dit, il est gentil, il m'a pas blessé ouvertement, c'était un compliment, c'était un mot gentil. Mais en fait, non, il y a quand même un malaise par rapport à ça et ça crée une dissonance cognitive. Oui, c'est très réducteur. Ouais, tout à fait. Dernier exemple, donc c'est des hommes en réunion et il y en a un qui dit à l'autre, tu ne vas pas prendre ton congé enfant malade, tu n'es pas une gonzesse.
Ah là, pour le coup, il y a une évidence sur l'hostilité de ce sexisme. Oui, tout à fait, hein. C'est un D'accord. Et sexisme le chat est hostile. unanime. Ouais, c'est bien. C'est un sexisme hostile. On le reconnaît, hein, déjà parce que ça culpabilise la personne de prendre ses responsabilités familiales, hein, et d'aller s'occuper de son enfant comme un père de famille. Parfait. Donc, je vous le disais, le sexisme a en fait énormément d'impact, hein. Déjà, dans les chiffres, il y a 57% des femmes qui ont déjà subi des blagues ou des remarques sexistes dans le cadre du travail, hein. Dans le cadre de la vie en général, ce chiffre est beaucoup plus élevé. Dans le cadre du travail, c'est 57%. C'est beaucoup plus présent chez ce qu'on appelle les CSP+, c'est-à-dire les professions libérales, les dirigeantes ou les cadres supérieurs. Et on est souvent confronté à des situations de mansplaining. Donc, c'est des situations dans lesquelles un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà. Et il y a beaucoup de remarques qui sont faites sur leur physique ou leur tenue. Et en fait, il se trouve que 9 femmes sur 10 affirment adopter des conduites d'évitement par rapport à ces remarques ou ces blagues. Donc, à 52%, elles ne s'habillent pas comme elles le souhaitent. 41% ne parlent pas trop fort ou n'osent pas le ton dans des situations professionnelles. Et enfin, 40% censurent leurs propos par crainte de la réaction des hommes. Et donc, ça génère aussi une perte de confiance en soi et un creusement des inégalités, parce que 35% des actifs n'ont pas osé demander une promotion ou une augmentation. Et c'est d'autant plus présent cette fois-ci chez ce qu'on appelle les CSP-, donc plutôt les employés ou les ouvrières. Comme le disait Maude, donc moi j'appelle ça l'escalade de la violence, mais on dit un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si les propos discriminatoires ou les agissements sexistes ne sont pas régulés, ne sont pas, euh, qu'on n'affiche pas clairement que ces propos ne doivent pas être tenus en entreprise, on assiste à une escalade de la violence avec des propos, des comportements qui peuvent se transformer en harcèlement sexuel, voire agression sexuelle et viol. D'où l'importance de mettre en place une démarche de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui se focalise sur la régulation des discriminations et des agissements sexistes. Voilà pour cette introduction de psychosocial. Je vais passer du coup maintenant à la partie réglementaire. Agnès, tu voulais pas dire Oui, quelque chose? je voulais juste dire qu'il va y avoir, pour justement pouvoir installer au sein de ces structures, théâtre, et distribuer au sein des compagnies des kits à placer dans vos théâtres ou à distribuer auprès de vos équipes artistiques. Maud, oui, tu voulais Oui, si je peux ajouter. rebondir, Léa, sur ce que tu disais justement. Les études ont montré il y a peu de temps que plus une structure affiche sa tolérance zéro face aux discriminations sexistes, LGBT, enfin toutes les discriminations, moins il y en avait, et c'est très très clair dans les chiffres, parce qu'aussi du coup les personnes victimes, potentiellement victimes, se sentent plus autorisées à aller parler quand elles savent que la structure est partie prenante sur la lutte contre ces discriminations, et les potentiels agresseurs, agresseuses aussi se sentent moins autorisés à passer à l'acte. Donc c'est vraiment très important d'afficher sa tolérance zéro face à ça, Mm, parce que c'est vraiment très efficace. mm, mm. Ça ne Tout à Merci, fait. règle pas tout, mais c'est très efficace quand même. tout à C'est pour fait. ça que dans le cadre du festival, on va renforcer tous ces affiches, tous ces affichages. Alors, un petit point réglementaire, du coup, parce que la loi et notamment le Code du travail nous aide justement à afficher cette tolérance zéro, cette tolérance zéro, parce que dans le Code du travail, il y a une tolérance zéro, déjà pour les agissements sexistes. Donc, c'est un agissement lié au sexe d'une personne qui porte atteinte à sa dignité ou crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Également pour les injures sexistes, une parole, un écrit adressé à une personne dont l'intention est de blesser ou de l'offenser en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle. Le harcèlement sexuel, on va y revenir juste après dans le détail de sa définition réglementaire. Vous connaissez certainement le deuxième alinéa de cette loi qui est le fait d'exercer des pressions graves, même non répétées, dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle.
Pour rappel, une agression sexuelle, c'est un contact avec violence, contrainte, menace ou surprise avec une partie du corps dite sexuelle. Donc, il y en a 5, bouche, poitrine, sexe, fesses et cuisses. Et enfin, le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital subi par violence, contrainte, menace ou surprise. Petit zoom sur le harcèlement sexuel, parce que cette définition, elle est importante à comprendre. Donc, il y a 2 parties dans cette définition et je vais revenir plus sur la première partie. C'est aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. C'est-à-dire que 2 agissements sexistes est caractérisé par du harcèlement sexuel. D'accord? Et donc, pour faire respecter cette obligation réglementaire et celui de manière plus générale des violences sexuelles et sexistes, l'employeur a des obligations. C'est celui, dans un premier temps, il a une obligation de moyens renforcés pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Donc, via cette obligation, il doit évaluer les risques et les analyser. Il doit mettre en œuvre des actions de prévention, déployer des actions d'information et de formation et mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Donc, cette obligation de moyens renforcés, elle concerne bien sûr les violences sexuelles et sexistes et les différentes formes de harcèlement sexuel. Donc, la première forme, elle est plutôt facile à comprendre. C'est donc dans le cadre du premier alinéa de la définition, des blagues sexistes, grossières ou dégradantes, des remarques sur l'apparence physique, les remarques sur la vie privée, les usages de termes d'affection, et dans le cadre du deuxième alinéa, expression de propositions sexuelles explicites, emploi de promesses voilées ou carrément ouvertes en échange de faveurs sexuelles. Ce qu'on a un peu plus de mal à comprendre ou à caractériser sous forme de harcèlement sexuel, ça peut être des attitudes donc non verbales cette fois-ci, par exemple des sifflements, des regards à connotation sexuelle, un affichage de matériel dégradant ou pornographique, comme par exemple le calendrier au bad ou le calendrier des dieux du stade en salle de pause. Et également, ça peut être une gestuelle explicite à connotation sexuelle. Ça peut être aussi un harcèlement sexuel physique par des effleurements intentionnels qui paraissent accidentels et des attouchements et des touchés physiques en dehors des 5 zones qui caractérisent l'agression sexuelle. À titre d'exemple, ça peut être des embrassades. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils vous font la bise, qui ont tendance à être très tactiles et leurs mains descendent jusqu'au bas du dos sans toucher vos fesses. Si c'est répété, c'est caractérisé comme du harcèlement sexuel. Dernier point, c'est le harcèlement sexuel d'ambiance qui consiste en un harcèlement environnemental ou d'ambiance où, sans être directement visée, la victime subit des provocations et blagues obscènes qui lui deviennent insupportables. À titre d'exemple, au déjeuner, vous avez 2 personnes qui plaisantent ensemble sur des blagues sexistes et obscènes et vous avez une 3e personne qui est à côté, qui n'est pas visée par ces plaisanteries, par ces blagues, mais elle est dans le même environnement. Et donc, ça crée une ambiance hostile, dégradante, humiliante ou offensante. Et on est du coup dans du harcèlement sexuel d'ambiance. L'employeur, je vous l'ai dit, il a une obligation d'évaluer les risques de violences sexuelles et sexistes. Donc, l'analyse des risques, elle est obligatoire dès un salarié. Je vous rappelle que les intermittents sont des salariés. Et doivent être formalisés dans ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels qui doit être communiqué à l'ensemble des salariés. Et donc, on analyse les risques de violences sexuelles et sexistes en fonction des situations de travail. Par exemple, une tournée doit être analysée en termes de risques de violences sexuelles et sexistes en déplacement, en tournée, pour pouvoir mettre en place les mesures de prévention adaptées. Ensuite, du coup, on doit définir un plan de prévention, donc des actions de prévention. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est un plan d'action de prévention des risques. Et pour plus de 50 salariés, c'est ce qu'on appelle un PAPRI-Pacte. Et enfin, vos entreprises ont l'habitude d'être en situation de coactivité. Par exemple, quand je vais dans un lieu, une compagnie qui va dans un lieu, on est dans une situation de coactivité.
Et dans certaines mesures, on doit rédiger un plan de prévention. Mais en l'occurrence, au regard des VHSS, de la prévention des VHSS, on doit avoir une prévention commune sur les VHSS et aussi en cas de signalement, on doit être capable de mettre en œuvre une enquête commune entre les deux entreprises au regard du signalement. Le rôle de l'encadrement est primordial dans la prévention des VHSS parce qu'il permet du coup déjà de déployer la prévention que vous voulez mettre en place, hein, toutes les mesures de sensibilisation et d'information. Il permet d'identifier aussi et reconnaître les situations et les facteurs de risque. Le rôle le plus important de l'encadrement, ça va être dans la régulation, c'est-à-dire qu'il est en charge, quand je dis encadrement, ça peut être par exemple le régisseur général ou l'administrateur de tournée pendant les tournées, c'est-à-dire que la personne qui est en charge de la prévention des risques professionnels de manière globale, et il est aussi en charge du coup de réguler les comportements qui ne sont pas appropriés. Une blague sexiste, une réflexion qui n'a pas lieu d'être, il doit réguler ce type de comportement. Et enfin, la réaction, accueillir les signalements des victimes et des comportements, les victimes et témoins de comportements ou attitudes inappropriées. Il faut savoir que vous n'êtes pas seul face à toutes ces obligations. Il y a quand même des formations qui peuvent vous aider et ces formations, elles sont prises en charge à 100% par l'AFDAS. Il y a plusieurs parcours de formation. Il y a un parcours fondamentaux d'une journée, management, encadrement de 2 jours et référent aussi de 3 jours. Il y a notamment le CFPTS qui forme du coup avec cette prise en charge à 100% et j'ai la chance de pouvoir animer certaines de ces formations et en tout cas elles sont vraiment efficaces en termes de transmission de compétences et de construction de prévention. Ensuite, si effectivement la prévention n'a pas été suffisante, il faut pouvoir définir une procédure de signalement et d'enquête interne et contradictoire. Donc là, on rentre vraiment dans du technique et la formation référent permet d'aborder en détail tout ce dispositif. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'objectif, c'est de prendre en compte les signalements et d'établir la véracité des faits allégués de violences sexuelles et sexistes. Le signalement, la procédure de signalement, elle doit être communiquée à tous les interlocuteurs en interne. Et l'enquête, elle doit respecter plusieurs principes et notamment le respect du contradictoire, c'est-à-dire d'interroger la personne qui est mise en cause pour lui permettre de se défendre sur les éléments qui lui sont reprochés. L'enquête, elle doit être aussi déclenchée rapidement parce qu'il y a un délai réglementaire de 2 mois pour pouvoir sanctionner si les faits sont avérés. Là aussi, il y a des dispositifs qui vous aident à mettre en place dans vos structures la prévention des violences sexuelles et sexistes. Il y a l'appui conseil RH de l'AFDAS qui est pris en charge à 100% pour les entreprises de moins de 50 salariés. Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement de 5 jours d'un consultant sur cette question-là ou un autre, d'ailleurs, une autre problématique. Et voilà, si vous voulez plus de détails sur ces dispositifs, Chloé vous transmettra à la fin nos contacts et je pourrai vous renseigner sur ces dispositifs avec plaisir. Voilà pour moi. J'espère que j'ai respecté mon timing. Et il y avait il y a quelques Oui, questions qui sont arrivées dans le chat. oui, France demandait, là tout à l'heure, tu parlais du cadre et du document unique pour les oui. structures d'entreprise. Et France demandait, et pour les bénévoles? Alors non, les bénévoles ne sont pas des salariés. Ils sont plus à prendre en considération comme du public. Donc, si vous êtes un ERP, un établissement recevant du public, et que vous avez un règlement intérieur au niveau de l'ERP par rapport à l'attitude à avoir avec le public, par exemple en cas de violence sexuelle et sexiste, qu'est-ce que vous faites si vous avez un membre du public ou un bénévole qui est victime ou mis en cause dans une situation de violence sexuelle et sexiste? Ça ne fait pas partie du code du travail, mais plus dans le code des établissements recevant du public. Oui, c'est pour ça qu'il peut figurer et il est grandement conseillé de l'indiquer dans le document unique. Alors, si c'est vos salariés, oui, mais en fait, les bénévoles ne sont pas réglementés par le code du travail parce qu'ils ne sont pas salariés. Oui. Donc voilà, si vos salariés, oui, bien sûr, il faudra le mettre. Les salariés en contact du public, c'est essentiel, ça fait partie, c'est un risque. Mais voilà, le cas des bénévoles, c'est un cas un petit peu particulier, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le mettre de côté, hein. Mais en tout cas, on n'est pas dans les mêmes aspects réglementaires.
Ah ben, ok. Excusez-moi, j'avais une petite question. Pour les stagiaires, j'imagine qu'on est dans le même cas de Oui, figure que et pour en les... plus, C'est un cas très très fréquent d'avoir des oui, tout stagiaires à fait, dans tout le à fait. poste Alors, web. les stagiaires, en plus, sont aussi à risque parce que c'est un statut qui est très précaire. Et donc, c'est difficile pour un ou une stagiaire d'exprimer des problématiques parce que, effectivement, bah, à l'issue de son stage, ou même pendant son stage, c'est un petit peu compliqué pour ces personnes-là. Donc, oui, il faut l'intégrer dans le document unique et mettre en place des mesures de prévention, pourquoi pas spécifiques, ou alors, en tout cas, accentuées pour les alternants et les stagiaires. Alors, je voudrais juste témoigner qu'effectivement, à chaque fois que au sein de mon théâtre, il y a eu un problème de cet ordre, ça a été notamment au poste des stagiaires, qui est vraiment un poste vulnérable. Évidemment, à partir du moment où il y a un pouvoir, où il y a une emprise, etc. Mais le poste de stagiaire, c'est un poste évident comme Mm, vulnérable. mm. Petite précision, Merci. Ouais. une demande de Agnès Aboulin dans le chat. Léa, tu as évoqué la prise en charge intégrale de l'AFDAS. Est-ce que tu peux peut-être juste préciser? Alors, pour les formations, donc pour les salariés, donc je parle de tous les employeurs hein, qui sont couverts par l'AFDAS, d'accord? Donc, la prise en charge de ces formations est à 100% au-delà de votre financement de branche. Donc, je suis un peu technique, je suis désolée s'il y a des questions plus précises. À ce moment-là, vous avez mes coordonnées, on s'en parle. Mais en tout cas, vraiment, c'est une prise en charge à 100%. Et aussi, pour les intermittents et intermittentes du spectacle, ces formations sont en dehors de vos droits de formation habituels. Donc, c'est vraiment au-delà. D'accord? Et pour l'appui conseil RH, c'est un dispositif donc, d'accompagnement de 5 jours. Et là aussi, pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est pris en charge à 100%. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, ça dépend et il faut contacter l'AFDAS pour avoir plus de détails. Ok. Mm. Ah, merci beaucoup, Léa, mais on est ravis parce que c'est très concret, ça permet d'aiguiser la vigilance et conscientiser au mieux. Parfait. J'apporte une petite information complémentaire parce que là, on a beaucoup parlé de documents uniques et je pense qu'à l'échelle aussi du Festival of Avignon, il faut avoir à l'esprit qu'il y a un bon nombre de compagnies, notamment qui peuvent être en structuration, qui sont peut-être pas forcément, qui n'ont peut-être pas forcément encore de documents uniques. Il y a des structures qui accompagnent dans la création de documents uniques. Et j'en profite parce que c'est aussi un de nos partenaires qui nous accompagne sur les enjeux d'accessibilité. La semaine prochaine, le 11 juin, il y a Tali Santé qui organise un webinaire sur l'intégration des risques psychosociaux dans le document unique. Je vous mettrai le lien dans le chat parce que ça fait partie des ressources qui existent et qui peuvent aussi vous accompagner à la construction de ces outils. Hmm. On va passer à une deuxième partie. On était donc là dans une première partie qu'on a voulu vraiment poser le cadre avec les interventions précieuses de Maud et de Léa. On va rentrer dans une deuxième partie qui va être un peu plus didactique avec vraiment concrètement et les outils, qu'est-ce qui est possible. Et on va avoir deux interventions. Une intervention donc de Elena Boterf du dispositif Safer. Qui va prendre la parole en suivant. Et ensuite, nous aurons l'intervention de Nadia Bouvard de Audience, qui est en charge de la cellule d'écoute. Elena, si tu veux, c'est à toi. Merci Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais directement partir sur la présentation. Donc, Elena, elle va vous présenter le dispositif qui va être mis en place, notamment au village du Hof. Est-ce que vous voyez la présentation et vous m'entendez bien? Hmm. Oui, tout à fait. Ok, parfait. Donc, enchantée, moi je suis Elena Botter, du coup chargée de production dans l'équipe Safer. Le projet Safer, il est né dans l'association Mars Attack, donc, qui est l'équipe organisatrice du festival Mars Attack à Marseille. Il est né à l'issue de la période Covid, en fait, un moment où on a pu aussi se poser les questions de comment on accueille les publics, comment on accueille mieux les publics sur nos événements et notamment sur les événements festifs. Donc, il est vraiment parti de là.
et il s'est intéressé particulièrement justement à ce phénomène de violence sexiste et sexuelle. Donc, on va accompagner, nous, en fait, l'organisation du coup du Festival Off d'Avignon, notamment sur la partie du village du Off, sur les temps festifs, plutôt le soir, sur lesquels vous aurez sûrement l'occasion de vous rendre occasionnellement pendant le festival. Pour recadrer, du coup, l'intervention, quelques chiffres pour introduire, du coup, qui sont spécifiques au milieu festif, qui sont issus, du coup, d'une enquête qui a été réalisée par Consentis en 2018. Donc, on voit qu'il y a 60% des femmes qui déclarent avoir déjà été victimes de violences sexuelles dans les espaces festifs. Pareil, je préviens, c'est des chiffres qui sont assez élevés, donc qui peuvent être sensibles. Voilà. Donc 60% des femmes qui déclarent avoir été victimes de violences sexuelles dans les espaces festifs, 78% des personnes qui connaissent au moins une personne de leur entourage ayant été victime de violences sexistes et sexuelles dans les milieux festifs, et 57 pour cent des femmes qui se sentent en insécurité si elles se retrouvent seules dans les espaces festifs. Ces chiffres, ils ne sont pas anodins, ils nous permettent vraiment de voir que c'est un phénomène qui n'est pas isolé, mais qui fait vraiment partie de ce continuum des violences aussi, dont on a parlé un peu plus tôt pendant le webinaire de présentation, et qui montre aussi que ça nécessite d'avoir des réponses concrètes, du coup, lorsqu'on reçoit du public sur des événements. Donc, Safer, c'est vraiment ce dispositif, du coup, qui va permettre de mettre en place différentes actions pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, spécifiquement dans les espaces festifs. On accompagne principalement des festivals de musique, mais de plus en plus, on est contacté aussi par des festivals un peu hybrides comme le festival d'Avignon, et on essaye de trouver des réponses qui sont adaptées justement à ces formats spécifiques et à ces publics spécifiques. Là-dessus, je vais vous présenter un petit peu les outils que nous, on met à disposition, qui vous permettront aussi d'avoir en tête des outils que vous pouvez travailler dans vos structures et lors d'événements où vous recevez du public. Donc concrètement, le but, et on en a pareil déjà un petit peu parlé avec Modéléa, c'est d'avoir de l'information, de la documentation et des affiches de sensibilisation qui sont à disposition et qui permettent de créer justement une atmosphère, un climat qui se veut favorable justement au respect et à l'accueil de personnes hors de ce phénomène-là. Donc ça peut être construire ensemble en fait des affiches de sensibilisation, des affiches de documentation aussi qui viennent informer sur la politique de l'établissement, la politique de la structure et sur le fait que les violences sexistes et sexuelles et les discriminations de manière générale ne sont pas admises pendant l'événement, ne sont pas admises dans la structure. Donc ça, c'est un des premiers biais en fait, qu'on peut mettre en place pour justement accompagner cette atmosphère bienveillante-là. Une des deuxièmes choses qui peut être mise en place, c'est justement d'avoir un stand à disposition où on va mettre de la documentation, justement des ressources, des infos, des contacts utiles, ce qui permet en fait à des personnes, à un moment de la soirée, dans un temps creux, de pouvoir se rendre sur ce stand, de recueillir des informations, que ce soit en dialoguant directement avec la personne qui s'y trouve ou juste en prenant parfois un flyers, une carte de documentation, d'avoir en tout cas des infos sur lesquelles on pourra revenir plus tard, savoir justement quelles sont les associations qui sont présentes sur le territoire vers lesquelles on peut se retourner si jamais on a envie d'avoir un accompagnement, un accueil plus tard. Voilà, en tout cas, c'est nécessaire de travailler justement à avoir de la documentation. Pour ça, vous pouvez vraiment vous rapprocher des différentes associations que vous avez sur votre territoire, telles que le planning familial qui est présent, le CIDFF, qui vont pouvoir vous transmettre cette documentation et qui vont pouvoir après prendre le relais justement pour apporter un accompagnement à des personnes qui seraient intéressées ou qui seraient victimes ou témoins et qui auraient besoin d'informations. Sur votre événement, dans votre structure à destination des publics, vous pouvez créer aussi ce qu'on appelle des billets de signalement. C'est-à-dire que si une personne est victime ou témoin pendant un événement que vous organisez, le but, c'est qu'elle puisse aussi savoir comment elle lance un signalement, comment elle prévient l'organisation et qu'est-ce qu'elle a à disposition justement si elle veut bénéficier d'un accompagnement. Donc là-dessus, ça peut se manifester de différentes manières. Ça peut être par exemple afficher
sur quelque part dans l'événement que s'il y a un cas de violence sexiste et sexuelle qui se présente, là, la personne victime ou témoin peut se tourner directement vers telle personne de l'organisation, peut s'adresser par exemple à une des personnes des équipes du bar, peut s'adresser à la personne du point d'accueil qui ensuite fera le relais au niveau de l'orga. En tout cas, c'est de créer ces biais de signalement-là qui va permettre en fait aussi de créer cette atmosphère de lutte contre les VSS qui va permettre d'outiller aussi les publics qui viennent dans votre structure. Pendant les événements festifs, il y a d'autres biais qui peuvent être mis en place. Ça va être par exemple d'avoir donc un stand de sensibilisation, mais aussi des personnes qui vont être en maraude et qui vont pouvoir veiller sur les publics, qui vont pouvoir aller directement au contact des publics, qui vont avoir à la fois un rôle de sensibilisation, mais aussi de dissuasion et être aussi le relais et des personnes vers qui on va pouvoir se tourner si jamais il y a un signalement à effectuer sur un cas de VSS. Voilà, on a aussi du coup qu'on mettrait à disposition des équipes organisatrices du Festival Off d'Avignon un MOOC de sensibilisation qui est spécifiquement dédié justement à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif, parce que c'est un milieu spécifique qui nécessite du coup une intervention spécifique. Voilà. À Safer aussi, on a aussi un outil qui est l'application Safer qui permettent en fait au public de lancer l'alerte si jamais il y a un cas de violence sexiste et sexuelle qui se présente sur l'événement et qui va en fait du coup être reçu par une autre équipe qui va pouvoir géolocaliser en direct d'où vient l'alerte et se rendre directement auprès de la personne victime ou témoin pour faire de la médiation, éventuellement l'accompagner vers des personnes qui se feront le relais dans l'organisation. Donc ça, c'est pour la partie quels sont les différents outils que vous pouvez mettre en place, vous, si vous organisez un événement, si vous êtes dans votre structure à destination des publics. Maintenant, on va s'intéresser plus spécifiquement au fait que vous, donc là, par exemple, dans le cadre du village du Off ou de manière générale, pendant la présentation, vous avez appris à voilà, apprendre c'est quoi les différents cas de violence sexiste et sexuelle et apprendre à les identifier. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si je suis témoin justement de ces types de violences, qu'est-ce que je peux utiliser comme moyen d'action pour intervenir en tant que témoin actif? Donc là-dessus, on va avoir la méthode, ce qu'on appelle la méthode des 5D. On va les dérouler ensemble et le but, c'est de comprendre qu'ils sont complémentaires aussi. On va essayer de prendre des exemples concrets aussi qui peuvent se présenter spécifiquement dans le milieu festif et par exemple des situations qui pourraient se présenter sur le village du Off pendant les temps festifs le soir. Donc par exemple, on est pendant la soirée et on aperçoit que il y a une personne qui se fait embêter au bar, qui reçoit des remarques sexistes, sexuelles, etc. Le premier moyen d'action qu'on peut avoir, c'est de distraire en fait ce qui est en train de se passer. Donc interrompre en fait l'interaction entre la personne victime et la personne qui a le comportement problématique. Par exemple, en intervenant et en introduisant un autre sujet. Par exemple, excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure? Est-ce que vous connaissez le programme de la soirée? Est-ce que vous connaissez le programme du festival de demain? Et ça va permettre en fait d'interrompre la situation et de donner une porte de sortie du coup à la personne victime qui est en train de recevoir des propos sexistes et de lui donner l'occasion voilà, de sortir en fait de cette interaction. La deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est de déléguer. Si vous ne pouvez pas, en fait, ou vous n'êtes pas en capacité d'intervenir directement, l'intérêt, là, c'est d'aller demander à un tiers d'intervenir. Et en général, là, on parle surtout de personnes, par exemple, qui ont l'autorité dans le lieu de l'événement. Donc, en l'occurrence, l'équipe du bar, l'organisation, les équipes organisatrices, etc. Vous pouvez déléguer directement à d'autres personnes pour qu'elles interviennent avec justement leur statut d'autorité sur ce qui est en train de se passer. La troisième possibilité, la troisième méthode que vous pouvez utiliser, c'est de diriger l'interaction en intervenant directement auprès de la personne qui a le comportement problématique, qui a les remarques, qui réalise les remarques sexistes. Attention là-dessus, il faut toujours aussi s'assurer de sa propre sécurité et de surtout pas se mettre en danger. En tout cas, vous pouvez par exemple vous adresser directement à l'agresseur ou à l'agresseuse
et en fait lui dire attention, la remarque que tu es en train d'avoir là, elle est sexiste, c'est pas OK, c'est pas autorisé par la loi. Attention, sois vigilant à ce que tu dis parce que c'est vraiment sexiste ou sexuel c'est pas OK d'avoir ce comportement. Donc voilà, diriger directement aussi et nommer en fait ce qui est en train de se passer et ensuite voilà, mettre de côté cette personne-là et s'intéresser directement à la victime pour lui demander comment ça va. La quatrième méthode que vous pouvez mobiliser, ça va être celle de documenter en fait ce qui est en train de se passer. Donc là-dessus, vous pouvez prendre une photo ou filmer ce qui est en train de se passer. Ça va permettre en fait, après, si la victime souhaite porter plainte, d'avoir des preuves en fait à mobiliser, des instruments à mobiliser, des outils à mobiliser pour pouvoir porter plainte. Les bonnes pratiques à avoir si vous avez la possibilité de filmer ou de prendre en photo ce qui se passe, c'est de pouvoir faire apparaître des informations qui permettent de bien justifier l'heure, le lieu, l'endroit où on se trouve et qui vont vraiment permettre voilà, de rentrer ces preuves en fait, que la victime peut mobiliser. Attention là-dessus. Ne jamais utiliser du coup ces instruments-là sans la permission de la victime. Idéalement, le but, c'est d'aller directement se rendre auprès de la victime, lui dire que vous avez fait ça, si elle le souhaite, vous lui envoyez et de supprimer directement de votre téléphone. Faites bien vigilant là-dessus. Vous n'avez pas l'autorisation de diffuser d'une quelconque manière en fait ces photos ou vidéos-là, sauf si la personne victime vous demande en fait de lui transmettre. Enfin, une des méthodes qui va être utilisée, c'est de dialoguer en fait directement avec la victime. Des fois, l'action se passe très très vite et vous intervenez pas directement, mais après, vous pouvez aller voir directement la victime et lui demander voilà comment tu vas. Alors, on va arriver plus spécifiquement, on va faire un zoom un petit peu sur cette partie dialoguer, mais en tout cas, il s'agit de soutenir la victime et de s'adresser directement à elle. Donc voilà, sur la méthode des 5D, ces méthodes, elles peuvent être complémentaires, comme je le disais. Et ce qu'il est important de se rappeler en tant que témoin actif d'une situation de VSS, c'est toujours aussi de s'assurer de sa propre sécurité et de ne pas hésiter à faire le relais en fait, vers des autorités compétentes si vous avez la possibilité. Donc, sur cette partie dialoguer, on va s'intéresser plus spécifiquement à des bons réflexes à avoir, en fait, à des indications à avoir qu'on peut mobiliser si jamais on est face à une personne victime ou témoin sur un événement. Mais c'est aussi voilà, des réflexes qu'il faut avoir si on est dans la rue, si on est voilà, qui peut être mobilisé dans plein de situations différentes. Donc, comme on le disait, il y a encore beaucoup comment dire, de préjugés qui sont ancrés dans la culture du viol, dont on a parlé aussi avec Maud du planning familial. Le premier bon réflexe à avoir, qui peut paraître évident, mais qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est de croire la victime, c'est de ne pas remettre en question ce qu'elle est en train de dire et c'est de vraiment l'aider à ne pas minimiser en fait ce qui s'est passé, de la croire et de la soutenir dans ce qui vient de se passer et de la soutenir dans tout ça. On va voir que des fois, notamment dans le milieu festif, on peut avoir tendance à minimiser un petit peu ce qui s'est passé. Par exemple, oh non, mais il n'a pas fait exprès, il avait un peu bu. Or, le but là, c'est vraiment justement de replacer au centre justement la victime, de l'aider à déculpabiliser et à reculpabiliser justement l'agresseur parce qu'on se souvient que peu importe le comportement, peu importe les pratiques festives, il n'y a rien qui justifie une violence sexiste et sexuelle. Donc le but, c'est vraiment de replacer ça au cœur de l'accompagnement qu'on propose à la victime. Et donc de la soutenir dans une posture voilà, de bienveillance et de non-jugement en fait de la situation dont elle vous parle. Ensuite, l'important aussi, c'est d'écouter et de laisser la victime s'exprimer à son rythme. Face à une situation de VSS, on est assez animé, on a parfois envie de poser plein de questions, d'intervenir un peu vivement. Le principal, c'est d'abord en fait d'écouter, de laisser la place à la victime de s'exprimer, de lui laisser le temps de s'exprimer, de ne pas poser directement 1000 questions
parce que ça peut être aussi intrusif et rajouter une nouvelle charge mentale à la victime. Or, on va vraiment voilà, se poser dans cette posture d'écoute et lui laisser le temps de s'exprimer. Et au fur et à mesure, si on voit que la victime est en capacité, l'aider aussi à verbaliser en fait ce qui s'est passé et à verbaliser le type de violence qui s'est passé. Cadrer son émotionnel. Pardon? Cadrer son propre Tout à émotionnel. fait, mais la suivre en fait sur l'émotionnel aussi. Si la victime parle avec un ton très posé, très calme, on va plutôt adopter un ton très posé, très calme pour voilà, la suivre aussi dans cet état-là. Là-dessus aussi, le but, c'est de mettre la victime au centre de l'attention, dans le sens où il ne s'agit pas de vous, de votre propre expérience, mais de l'écouter elle, en tout cas, sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Ensuite, un des bons réflexes à avoir aussi, c'est de respecter le choix de la victime. Parfois, la personne victime, elle ne souhaite pas directement qu'on intervienne, qu'on en discute, qu'on fasse le relais à l'organisation. Et ça peut être un peu difficile à accepter parce qu'on a envie d'intervenir, mais là-dessus, ce qui est important, c'est de vraiment genre, respecter son choix, être attentif à ses besoins. Si la personne vous dit qu'à ce moment-là, elle préfère plutôt continuer à profiter de la musique et éventuellement après en reparler. Dans ce cas-là, on accepte que elle préfère le faire dans ces étapes-là et on peut simplement lui dire qu'on se tient à disposition si jamais elle souhaite en parler plus tard ou on lui donne les informations sur les personnes à qui elle peut s'adresser si elle souhaite en parler un peu plus tard pendant l'événement, pendant la soirée ou voilà. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est de connaître ses limites là-dessus, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, voilà, si on se retrouve face à une situation d'une personne qui nous raconte une situation de VSS, ça peut voilà, remuer des souvenirs, etc. Et c'est important d'avoir ses limites là-dessus et de les présenter aussi auprès de la victime, de lui dire en fait que vous n'êtes pas en capacité d'écouter et de faire directement le relais vers les personnes justement qui pourront l'accueillir ou vers des structures qui pourront l'accueillir. Mais savoir en fait aussi que vous n'êtes pas professionnel ou forcément en capacité de l'écouter à ce moment-là. Et dans ce cas-là, voilà, savoir aussi le verbaliser, et c'est important pour elle d'avoir cette information-là. Quelques phrases un petit peu type qu'on peut avoir en tête justement pour vraiment appuyer tous ces bons réflexes-là dont on vient de parler. C'est je te crois, tu n'es pas seul, j'ai vu ce qui se passait, c'est pas OK. Ce qui s'est passé, c'est pas normal et c'est interdit par la loi. Et ce n'est pas de ta faute, aucun de tes comportements ne peut justifier ce qui s'est passé. Voilà pour ça. Une dernière information sur concrètement ce qui sera mis en place spécifiquement pendant le festival et notamment sur le village du Off, donc notamment sur les temps festifs pendant le village du Off. Donc, les équipes ont été formées du coup par le planning familial. Elles seront d'autant plus sensibilisées du coup via le MOOC Safer sur les spécificités du milieu festif. Le MOOC sera déployé à l'intégralité des équipes organisatrices. On travaille du coup à la mise en place d'un dispositif dédié, notamment à la construction d'une documentation spécifique donc, que vous pourrez retrouver à différents lieux sur le village du Off. Vous aurez aussi au niveau de l'accueil, donc du point accueil à l'entrée du village que vous pouvez retrouver sur le plan, des ressources et des infos utiles justement sur les associations vers lesquelles vous pouvez vous diriger si jamais vous avez le besoin de vous exprimer sur des situations comme ça post-événement. Et enfin, si jamais vous êtes victime ou témoin sur le festival, vous aurez la possibilité de signaler par deux biais différents, en physique, donc directement sur le village au niveau de ce point accueil, où vous pourrez en fait signaler si jamais il y a une situation qui se présente. Et ensuite, une personne de l'organisation prendra le relais, où vous pourrez notamment être accueilli dans une safer zone avec un espace un petit peu plus en retrait de la foule, du bruit, etc., pour justement avoir un temps d'accueil, d'écoute, être un petit peu en retrait justement de l'agitation pour pouvoir discuter un petit peu de ce qui s'est passé et prendre un petit peu de temps pour discuter de tout ça. Deuxième biais de signalement que vous aurez à disposition, du coup, c'est une adresse mail qui est créée spécifiquement, qui sera accessible uniquement par les personnes référentes du dispositif.
sur laquelle vous pourrez de manière anonyme, voilà, relayer sur une situation qui s'est passée et éventuellement voilà, demander si vous avez besoin d'infos, de contacts spécifiques et bénéficier d'un suivi aussi de la part de l'organisation. Voilà pour ma présentation. J'espère que j'ai été dans les temps aussi et je vous laisse prendre le relais pour la suite. Merci beaucoup, Elena. On va passer à la dernière, avant-dernière partie avec Nadia Bouvard de Audience qui va nous parler de ce qui est mis en place chez Audience et notamment de la cellule d'écoute. Nadia, si tu nous entends Oui. correctement. Parfait. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Nadia Bouvard, je travaille donc chez Audience et je suis surtout pilote et donc en charge de la cellule d'écoute et de lutte contre les VHSS. Je vais vous partager mon écran avant d'aller plus loin. Voilà. Tout le monde voit mon écran? C'est parfait. Ok, super. Alors, peut-être déjà vous donner quelques éléments de contexte pour la création de cette cellule. C'est une volonté donc des partenaires sociaux, donc des organisations syndicales représentatives, donc employeurs et bien évidemment salariés, et donc de la FESAC qui, dans le contexte un peu avant 2020, quand les premiers hashtag MeToo et Balance ton port et autres mouvements de libération de la parole ont débuté, les partenaires sociaux se sont évidemment rendus compte qu'il fallait agir rapidement pour pouvoir soutenir les victimes dans leur démarche de libération de la parole. Et donc, ils ont été à l'initiative de la volonté de créer une cellule d'écoute qui puisse accueillir cette parole et donc l'accompagner au mieux. Ils ont donc sollicité le ministère de la Culture pour être soutenus dans cette démarche et la gestion opérationnelle a donc été confiée à Audience. Vous voyez ici donc les partenaires qui sont aujourd'hui, enfin il y a les membres fondateurs donc, que je vous ai cités et puis au fur et à mesure, la cellule a accueilli donc d'autres syndicats qui ont souhaité bien évidemment que leurs adhérents et leur public tout simplement puissent bénéficier donc de cette cellule d'écoute. En clair, elle s'adresse à l'ensemble des professionnels de la culture. Hop, pardon, j'ai été trop vite. Elle est évidemment gratuite, complètement anonyme et tout ce qui s'y dit reste confidentiel. L'objectif étant de pouvoir rassurer les personnes qui nous appellent. Donc en 2020, je le disais, elle est initialement ouverte aux professionnels du spectacle vivant et du spectacle enregistré. Et puis progressivement, elle va s'ouvrir un peu plus largement, d'abord aux salariés du jeu vidéo en 2021, puis sur une volonté aussi des partenaires et du ministère aux professionnels des arts visuels et aux artistes-auteurs, et puis tout dernièrement, donc en 2023, aux espaces de loisirs et au secteur de l'édition. Elle a évidemment vocation à s'ouvrir de plus en plus pour pouvoir vraiment aider l'intégralité des victimes qui sont professionnels de la culture. Alors, cette cellule d'écoute, son fonctionnement de manière assez simple, donc je vous le disais, elle s'adresse à tous les professionnels, qu'ils soient salariés, permanents, intermittents, auteurs, donc dès lors qu'ils sont professionnels du secteur de la culture. Et donc, elle s'adresse bien évidemment aux victimes, mais pas seulement. Elle est également ouverte aux témoins qui souhaiteraient donc avoir des informations sur la façon dont ils peuvent éventuellement aider. Et puis aux référents VHSS, puisque ce statut donc, a été créé pour pouvoir, in situ, dans le cadre de l'activité professionnelle, pouvoir aider les victimes. Et à la fois, les référents, on sait qu'ils sont un rôle clé dans la relation qu'il va y avoir entre la victime et l'employeur quand un signalement est fait. Ce rôle de référent VHSS, il n'est pas facile puisqu'il y a des formations qui sont extrêmement bien faites. Mais pour autant, quand on est en situation au regard de la typologie des situations et puis par rapport au fait que, bien évidemment, la grande majorité des structures de la culture, ce sont des toutes petites entreprises où on est moins de 10, voire moins de 5 salariés, on se connaît bien. Donc, le référent, ce n'est pas toujours facile pour lui de prendre en charge ces situations. Donc, on a voulu lui proposer aussi un soutien psychologique de façon à pouvoir le soulager un petit peu. Alors, on rappelle que les situations qui sont prises en charge dans le cadre de cette cellule-là, ce sont les situations de VHSS qui ont lieu dans le contexte professionnel. Alors, le contexte professionnel,
Non, le contexte professionnel, il a lieu évidemment en situation, donc sur le lieu de travail, mais il a également, enfin, on l'a élargi sur tous les lieux qui sont des lieux de répétition, qui sont des lieux de rassemblement, hein. On sait que souvent, après une répétition, on peut aller boire ensemble un verre dans un bar ou autre, ou manger ensemble dans un restaurant, ou se retrouver pour une répétition aussi dans un hôtel. Tous ces lieux-là, dès lors qu'il s'agit d'un contexte professionnel, sont considérés comme le milieu professionnel et donc à même de pouvoir être sollicités pour la cellule d'écoute. Alors, des points de contact. Donc, on a 2 points de contact. Il y a un numéro de téléphone que vous voyez ici affiché, le 01 87 20 30 90, qui est un numéro de téléphone où vous allez pouvoir être pris en charge par des conseillères de l'accompagnement social. Donc, elles ont une expertise depuis de nombreuses années, puisque ce sont tout simplement des salariés d'audience qui travaillent au sein de l'action sociale et qui, depuis de nombreuses années, travaillent sur des fragilités diverses et ont évidemment une expertise sur l'écoute, qui est primordiale ici sur cette cellule. Elles ont été donc forcément spécifiquement formées pardon, sur les situations de VHSS et donc elles vont avoir un rôle qui est celui, donc évidemment, d'écouter, mais au-delà de ça, de pouvoir se saisir en fait du besoin qui est partagé, puisque parfois le besoin il est clairement exprimé et puis parfois il est induit, hein, il faut l'entendre derrière les propos. Et elles vont évidemment s'assurer aussi que la cellule peut répondre en fait au besoin qui est exprimé. Donc, du coup, elles vont proposer en fait 2 types de soutien. Un premier soutien qui est donc un soutien psychologique et un second soutien qui relève du conseil juridique. Donc, en fonction des besoins, elles vont pouvoir alors, pardon, juste avant d'aller en profondeur sur le type d'accompagnement, je vais changer de slide. Je vais juste vous rappeler donc qu'il y a une adresse mail pour nous joindre, puisque nous avons donc des horaires d'ouverture de la cellule. Il y a également une adresse mail qui permet de nous contacter et de demander un rappel sur un créneau horaire qui peut parfois être arrangeant. Et puis, un site internet, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, je vous parlais du soutien psychologique. Nous travaillons avec une équipe de psychologues cliniciens qui sont expérimentés sur les situations de VHSS et qui donc vont pouvoir aider les victimes à surmonter un traumatisme qui peut venir de se produire, mais qui peut aussi remonter à différentes années. Là, on voit qu'avec le, le, la médiatisation, la libération qui se fait sur ces derniers temps, on a des personnes qui nous appellent sur des situations qui se sont déroulées il y a 1 an, 5 ans, parfois un peu plus, et qui aujourd'hui se sentent d'attaque pour pouvoir en fait en parler. Donc ces psychologues-là, elles vont pouvoir aider à dépasser ces traumatismes et à pouvoir aider les personnes dans le meilleur des cas, à se maintenir dans l'activité professionnelle, et puis parfois, dans le pire des cas, à revenir dans l'activité professionnelle, puisque évidemment, les traumatismes qu'on vit sur cette situation de VHSS, elles ont un impact clair sur la carrière. Donc, je vous parlais de 2 accompagnements proposés par nos conseillères sur la cellule d'écoute. Le premier étant le soutien psychologique, le second, le conseil juridique. Le conseil juridique, il est opéré par des avocats qui sont spécialisés aussi dans le domaine et qui ont un rôle évidemment très, très précieux ici, puisqu'ils vont avoir pour objet, au regard des faits qui leur sont apportés, d'apporter une qualification juridique. C'est très, très important puisque les victimes aujourd'hui, elles vivent des choses qui sont difficiles, mais pour autant, elles ont parfois encore une grande difficulté à pouvoir mettre un nom dessus et à savoir se situer. Euh, Notamment quand on est sous emprise, par exemple, hein, on sait que sur ces métiers passion que sont les métiers de la culture, on a une grande admiration pour les personnes qui vont nous faire entrer dans le milieu, qui vont être assez formateurs en milieu. Ça va être un petit peu des mentors. Et l'emprise ici a un vrai rôle dans le délai qu'il y a pour les victimes de se rendre compte que ce qu'elles vivent, en fait, n'est pas normal. Et donc, lorsqu'elles nous sollicitent parce qu'elles sont dans un mal-être et qu'elles ont besoin d'identifier en fait ce qu'elles vivent, l'avocat va pouvoir permettre vraiment de se rendre compte de ce qui est vécu en posant des termes. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui sont sous emprise.
Après, évidemment, il y a des personnes qui sont très clairvoyantes sur ce qu'elles ont vécu et qu'elles ont simplement besoin de savoir comment est-ce qu'elles peuvent le verbaliser au sens juridique. Ensuite, ces avocats-là vont apporter des informations sur les procédures judiciaires, parce qu'en fonction des situations, la réponse, elle va être différente. Il peut y avoir des réponses comment dire, au niveau civil, puis pénal, prud'homal. Il y a différentes réponses qui peuvent être apportées selon les situations. Donc là encore, l'avocat, il va être très important pour pouvoir donner la direction éventuelle que la victime voudrait prendre si elle souhaite entamer une procédure judiciaire. Je dis si elle souhaite parce que c'est très important aussi de rappeler que le conseil juridique ne reste qu'un conseil. À aucun moment il s'agit de pousser fortement, dirons-nous, les personnes à aller déposer plainte. Évidemment, euh, qu'on aimerait que quand il y a des situations avérées, les plaintes soient déposées, mais c'est une démarche qui est très compliquée et qui ne peut être qu'une une décision personnelle. Donc nous, notre rôle, c'est de donner les clés et d'outiller quand il y a une volonté, mais pas de forcer, bien évidemment. Et puis, qui dit procédure, dit démarche. Et parfois, les démarches, elles peuvent être simples, mais elles peuvent être aussi compliquées. On peut avoir le sentiment que c'est insurmontable et ne pas se sentir outillé pour le faire. Donc, l'avocat va pouvoir aussi donner quelques éléments d'information sur les démarches en fonction des procédures. On sait que la première des contraintes, c'est la contrainte financière pour le dépôt de plainte. Déposer une plainte, c'est évidemment gratuit. On peut le faire seul. Toutefois, s'agissant de ces sujets-là particulièrement, les mots qu'on va employer dans le dépôt de plainte, ils sont extrêmement importants. Et donc, être accompagné par un avocat dont c'est le métier pour pouvoir poser les bons termes sur la plainte, c'est très précieux. Donc, on conseille toujours d'être accompagné pour le faire. Et donc, forcément, ça engage un coût. Donc, l'avocat va pouvoir donner des informations sur l'aide juridictionnelle, sur la protection juridique aussi qui existe et qui peut financer un dépôt de plainte. Et puis, évidemment, sur l'action sociale d'audience, puisqu'on a un service d'action sociale avec des fonds sociaux qui peuvent être sollicités par les victimes, étant évidemment adhérents d'audience. Voilà, il y a des dossiers qui sont étudiés et qui peuvent accompagner financièrement le dépôt de plainte. Et puis, il y a peut-être aussi une chose, parce que là, on est très euh, concret sur le juridique. Au-delà de ça, l'avocat peut aussi apporter quelques informations, puisque la réponse juridique n'est pas toujours la seule réponse en fonction de la situation qui est vécue. Par exemple, sur les agissements sexistes. Alors, évidemment, il y a différents paliers, hein. Quand on arrive au harcèlement, il y a moins matière à faire de la médiation, mais quand on est sur des agissements sexistes, euh, afin d'éviter la bascule, par exemple, la médiation, elle peut être intéressante. Et donc, l'avocat va pouvoir aussi orienter vers de bons interlocuteurs. Et puis pas que l'avocat d'ailleurs, hein. Nous-mêmes au téléphone, quand on prend les appels, on peut être amené à orienter vers les syndicats qui sont un premier interlocuteur. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a la médecine du travail, il y a les associations aussi qui sont très très bien équipées aussi pour pouvoir accueillir et orienter s'il y a besoin. Enfin, voilà, il y a différents intervenants et donc on essaye au maximum de pouvoir à la fois conseiller, informer et puis orienter s'il y a lieu. Alors, j'ai voulu aussi vous donner peut-être quelques petits éléments d'information chiffrés pour que ça puisse donner un petit peu sens par rapport à ce que je viens de dire. La cellule, je le disais, elle a été créée donc en 2020, au milieu d'année. Bon, alors, on était en pleine période Covid, hein, donc effectivement, il n'y avait pas d'activité à ce moment-là, donc il n'y avait pas de communication de la cellule. Elle était on peut le dire, hein, inconnue à l'époque. On a commencé à pouvoir lui donner un petit peu de visibilité à partir de 2021. Et puis, progressivement, on a noté de plus en plus d'appels. En 2022, les chiffres ont commencé à avoir du sens et puis on a vu vraiment une hausse du nombre d'appels entre 2022 et 2023. Donc c'est à la fois encourageant parce qu'on se dit que la communication et les relais qui nous aident beaucoup à donner de la visibilité sur l'existence de cette cellule, ça finit par payer. Et puis ça donne aussi l'impression que de plus en plus les personnes ont envie à la fois de dénoncer et puis à la fois d'être aidées pour le faire. Donc là, on a décompté au 30. Alors ça, ce sont des chiffres au 31 mars, ça a un peu évolué depuis, mais
Les derniers chiffres arrêtés sont ceux-là. Au 31 mars 2024, on a compté donc 1280 appels et mails reçus à destination de la cellule. Parmi ces appels, on en a 400 qui concernent directement le périmètre. Alors, pourquoi 400 qui concernent le périmètre? Parce que cette cellule, elle est sollicitée encore par beaucoup de personnes dont on ne peut pas aujourd'hui apporter la réponse puisque ça ne relève pas de notre cadre. Ces personnes-là, ça peut être à la fois des personnes qui vivent des situations de VHSS, mais pas dans le milieu professionnel et dans le cadre de la vie privée. Donc, ce sont des professionnels de la culture, mais qui vivent ces situations privées. Et donc, dans ce cas, on ne peut pas intervenir. On va donc rediriger principalement vers le 3919, qui est le numéro national des violences faites aux femmes ou d'autres interlocuteurs. On a aussi des personnes qui nous appellent pour du harcèlement moral. Donc là, à nouveau, on n'a pas vocation à répondre à ce genre de thématique, donc on va orienter également. Et puis, on a aussi des associations, des écoles aussi de plus en plus, et des employeurs qui nous appellent. Alors, les employeurs, il y a un sujet aussi, puisque les employeurs qui nous appellent, c'est parce qu'ils ont donc des signalements qui ont été faits dans le cadre de leur structure et qui, aujourd'hui, sont un petit peu démunis pour pouvoir y répondre. Alors, ils ont bien évidemment été formés, ils ont bien évidemment les outils pour pouvoir agir. Toutefois, les outils, ce qu'on observe, c'est qu'ils ne répondent pas encore aujourd'hui à toutes les questions. Et quand il s'agit de mener une enquête interne, une fois de plus, on rappelle que les entreprises, ce sont des très petites entreprises. Ce n'est pas toujours facile de faire les enquêtes soi-même. Il y a aussi des interrogations sur le fait que des personnes qui ont été victimes ou qui ont été accusées, présumées, elles ont été accusées dans des situations dans le cadre de leur structure, mais aujourd'hui, elles ne font plus partie de la structure. Et donc, ils s'interrogent sur le fait de savoir si ça relève du coup de leur responsabilité d'agir ou non. Donc voilà, il y a tout un tas de questions aujourd'hui qui demeurent. Et donc, malheureusement, la cellule ne peut pas répondre à ce type de questions parce qu'elle n'a pas vocation à, mais on essaye de les diriger au mieux pour pouvoir les aider à jouer leur rôle, évidemment, et à agir. Voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu la différence entre le nombre d'appels qu'on reçoit et le nombre d'appels qui relèvent de notre périmètre. Une hausse de près de 50% entre 2022 et 2023, je vous l'ai dit. Et puis, quelques petits éléments concernant les profils des appelants. Alors, sans grande surprise, majoritairement, ce sont des femmes, 83%, mais on note que de plus en plus d'hommes aussi nous contactent. 52% donc, sont victimes et 17% témoins. Et 4% de référents VHSS nous appellent. Donc, les 27 autres pourcents, ce sont donc les profils que je viens de vous expliquer. Alors, sur les personnes qui sont victimes aux témoins, donc 82% sont des femmes. Sur la sectorisation, la catégorie, donc on a 65% qui relèvent du secteur du spectacle vivant, 29% du spectacle privé, 4% sont les artistes-auteurs et 2% donc des salariés des arts visuels. Alors là, pour l'instant, comme vous savez, on est donc sous l'anonymat. On demande très très peu d'informations, évidemment. Et là, on a essayé d'analyser un petit peu ces éléments de façon sectorielle. Mais je pense qu'à l'avenir, on essaiera peut-être, avec les éléments qui nous sont donnés, bien évidemment, de pouvoir analyser un petit peu plus en profondeur ce qui relève du secteur de la musique, du théâtre, du cinéma, de l'audiovisuel, pour avoir un petit peu une meilleure analyse de ce qui est fait en profondeur. Sur les orientations, donc nous avons accompagné 303 personnes concrètement. 132 personnes ont été mises en relation avec une psychologue clinicienne et 171 personnes avec un avocat. Et puis, bien évidemment, je dis où, mais on a des personnes qui sont mises en relation à la fois avec une psychologue et un avocat. Ok. On observe donc une évolution croissante du nombre d'accompagnements entre 2022 et 2023, ce qui est logique puisqu'on a plus d'appels, 62% en plus de soutien psychologique et 40% en plus de conseils juridiques. Donc une vraie volonté, comme je vous le disais, de pouvoir être orienté. Alors sur les situations, donc 50% des faits relèvent de situations qui datent de moins d'1 an et 27% donc de plus d'1 an. Comme je vous le disais, il y a une vraie dynamique aujourd'hui de réaction et de vouloir dénoncer les choses. Et les personnes qui ont vécu des événements sur
les 2 à 5 dernières années nous appellent aussi un petit peu plus ces derniers temps. 54% sont le fait de supérieurs. Alors, pour être honnête, je peux déjà vous dire que ce chiffre, il a un petit peu évolué à date. On est monté à 70%. Je vous le disais tout à l'heure, hein, par rapport à l'emprise, et puis je crois que c'est Agnès tout à l'heure aussi qui parlait des stagiaires. Bien évidemment, quand il y a une notion un petit peu hiérarchique, il est beaucoup plus facile de porter une emprise sur l'autre. Donc ce chiffre n'est pas très étonnant. Et sur la répartition ensuite des situations, on a 46% d'agressions physiques et 54% d'attitudes ou de propos sexistes ou sexuels. Voilà. Alors, quelques constats, la difficulté à dénoncer ou à enclencher des procédures judiciaires, elle persiste, évidemment. La crainte, la plupart du temps, c'est qu'il y a un impact sur la carrière. Le milieu est très petit, les réseaux aussi, tout le monde se connaît, donc c'est toujours difficile de parler. On a peur que ça puisse avoir un impact négatif sur la carrière. Alors après, nous, ce qu'on voit, c'est que fatalement, si on ne parle pas, la façon dont on va le vivre va être très, très difficile. Et les psychologues, en tout cas, nous font ce retour. C'est très, très difficile d'arriver à surmonter un traumatisme quand on n'a pas pu, évidemment, le verbaliser, mais d'autant plus quand il n'y a pas pu avoir derrière de réparation, quelle qu'elle soit. Donc, ce sera une difficulté qui va prendre du temps à évoluer, hein, bien évidemment, mais voilà. Les notions de harcèlement et de violence sexiste et sexuelle sont encore très floues. Oui, effectivement, parce que c'est aussi la société qui veut ça, hein. On a depuis toujours banalisé euh, les, les, les propos sexistes avant toute chose, et puis cette forme de harcèlement qu'on va pardonner, excuser, parce que finalement, oui, mais on le connaît, c'est pas méchant, oui, mais bon, dans ce milieu, c'est un peu comme ça. Voilà. C'est des années en fait qu'on a à rattraper, qu'on a à rectifier dans les mœurs. C'est valable dans le secteur de la culture, mais c'est valable dans notre société. Donc c'est très très difficile encore aujourd'hui, qu'on soit victime ou non, hein, même pour les femmes aujourd'hui, on le sait, hein, c'est très très difficile de se rendre compte aujourd'hui que ces situations-là ne sont pas normales. Donc l'avocat et la psychologue sont vraiment très très précieux pour pouvoir faire avancer la dynamique. Les victimes sont souvent en fragilité psychologique et contraintes financières. Voilà, ça je l'ai abordé également. Les victimes expriment de plus en plus leur volonté de ne plus laisser faire, et ça c'est très très encourageant. Et puis, il y a un changement perceptible de certaines entreprises qui sont aujourd'hui plus sensibilisées au VHSS et qui sont plus à l'écoute. Oui, alors, on ne va pas se mentir, je pense que le point de départ quand même de cette prise de conscience, elle est issue probablement du fait qu'on aura imposé un changement et qu'on accompagne la libération de la parole. Et puis, les mesures qui ont été prises dans le cadre du plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel par le ministère de la Culture et ses centres nationaux, le fait de conditionnaliser, de mettre des conditions à l'octroi des aides, ça a un rôle, forcément. On va aller se faire former. Et parfois, et je crois assez souvent pour entendre les formatrices, on y va un peu à reculons parce qu'il faut bien y aller. Et puis finalement, quand on en ressort, on a appris plein de choses, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Et bien souvent, ça aide à changer un petit peu la perception qu'on a au départ. Et c'est voilà, c'est assez aidant. Donc, du coup, quand il y a un signalement qui est fait, on est plus à même de pouvoir être à l'écoute et y répondre. Et enfin, l'importance de la communication dans tous les environnements de travail. Évidemment, encore là sur le sujet, plus on va communiquer et plus on va permettre d'avancer, de faire changer les modes de fonctionnement dans ce milieu. Et puis, on va aider les gens à pouvoir non seulement se rendre compte que ce qui est fait, ça n'est pas normal, et puis quand il y a des situations à dénoncer, parce que les victimes ne sont pas les seules à pouvoir dénoncer, il y a aussi les témoins qui doivent dénoncer. Je suis passée un petit peu vite sur le rôle des témoins, mais ils ont un rôle majeur, les témoins, parce qu'ils interviennent en soutien des victimes. Ils donnent du crédit à leurs propos, puisque la charge de la preuve, elle reste toujours quand même un élément bloquant, ou en tout cas qui apporte une crainte pour les personnes qui veulent dénoncer quelque chose.
Et les témoins qui nous appellent ont souvent le besoin d'être rassurés sur leurs responsabilités au sens légal. Donc, ça veut dire que ils ont besoin d'être rassurés par l'avocat sur le fait que s'ils témoignent, est-ce qu'ils ne vont pas derrière avoir des problématiques quelconques. Donc, les avocats leur rappellent qu'ils sont protégés lorsqu'ils témoignent. Ça, c'est une chose. Ils vont aussi demander s'ils ne témoignent pas, pardon, est-ce qu'ils risquent quelque chose. Voilà, il y a un questionnement de la part des témoins. Donc, il est très important de les rassurer. Alors, donc sur cette fameuse communication, je vous le disais, nous avons un site internet sur lequel nous essayons de centraliser un maximum les informations qui relèvent des VHSS dans notre secteur. Donc, on va nous le nourrir d'éléments d'information qui concernent directement la cellule, bien sûr. On met beaucoup d'actualités sur ce qu'on fait, sur les déplacements qu'on fait, les interventions pour pouvoir permettre aux gens d'y participer. Et bien évidemment, on va aussi insérer toute l'actualité du secteur. Donc, on va y retrouver les accords de branche, on va y retrouver, par exemple, aussi un annuaire avec des fiches outils, tout un tas d'associations et d'interlocuteurs qui peuvent être relais. On va donner des coordonnées, on va diriger. Et puis, des fiches outils aussi qui permettent, on a comment dire, les boîtes à outils. Voilà, les boîtes à outils, des kits qui sont très très bien faits pour accompagner les entreprises et les victimes, hein, selon qu'on soit un professionnel ou professionnel salarié intermittent permanent ou qu'on soit un professionnel côté employeur. On va trouver donc des fiches outils, des boîtes à outils pour savoir quoi faire et auprès de qui se renseigner si on a besoin d'être accompagné pour une démarche dans la prévention, dans la sensibilisation, j'ai du mal aujourd'hui, ou aussi dans l'action quand il s'agit de réagir à un signalement. On met aussi à disposition donc un kit média. On peut y retrouver des affiches, des flyers, des autocollants, donc différents formats qui sont aussi ajustés en fonction du milieu, donc musique, cinéma, audiovisuel, jeux vidéo, édition, artiste-auteur. Voilà, tous les secteurs sont ici représentés avec des petits slogans dédiés. Et l'objectif, c'est de pouvoir accompagner là dans leur devoir de prévention et de communication les employeurs afin qu'ils puissent faire de l'affichage. Donc ça peut se télécharger, s'imprimer, se coller dans les loges, où on veut, dans tous les lieux de passage. Ça peut s'envoyer aussi par mail. L'idée, c'est vraiment de pouvoir communiquer un maximum sur l'existence de cette cellule et sur les coordonnées pour inciter les victimes qui en ont besoin à nous joindre. On a fait... Pardon ? D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va distribuer. Va circuler le numéro de la cellule d'écoute, que ce soit les directeurs de théâtre comme les responsables de compagnie. Quand vous irez chercher votre tote bag, votre catalogue, vos cartes, etc., vous trouverez aussi le numéro de la cellule à faire circuler au sein de vos structures, à placer dans vos théâtres, à placer dans les loges, etc. Et ainsi que des affiches. Voilà, il y aura un kit qui sera distribué. Absolument. Et puis, donc, on est aussi très présent sur les réseaux. Donc là, dernièrement, elle date du mois dernier, on l'a lancée le mois dernier. On a fait une petite vidéo de présentation de cette cellule avec l'aimable participation de notre ambassadrice Sandrine Quétier, qui a pris la parole pour apporter aussi sa propre expérience en matière de VHSS, en fait, dans le cadre de sa carrière. Et puis j'interviens aussi pour expliquer donc, de manière très, très simple un petit peu comment fonctionne cette cellule. Donc, cette vidéo, vous la retrouvez sur tous les réseaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, et évidemment sur notre site internet et sur YouTube, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas aussi à la visualiser, voire à la partager si vous le souhaitez. Une fois de plus, hein, plus on communique et plus on aide à ce que les victimes puissent nous contacter pour être accompagnées. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci Nadia. En prie. Audience sera partenaire du festival durant la totalité de l'événement. Absolument, je ne l'ai pas dit. Merci Agnès. On sera présent. Oui, c'est important de le souligner, parce que Audience nous accompagne depuis plusieurs années sur la question des VSS, mais aussi sur la question de l'accessibilité
à la fois du public en personnes en situation de handicap, mais aussi l'accessibilité à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, un sujet pour un autre rendez-vous, mais en tout cas, c'est un engagement actif. On a un dernier temps qui va nous permettre à la fois de faire une ouverture et de parler aussi d'une table ronde qu'on tiendra au Oui. village pendant Place à la filière avec Maude qui va reprendre la parole. Hop, vous m'entendez à nouveau? Oui. Oui. Peut-être juste aussi pour compléter ce que tu viens de dire, Nadia, en termes d'affichage, en plus de l'affichage de audience avec le numéro de la cellule, vous avez aussi plein d'associations qui ont fait des affichages différents dans le milieu culturel qui sont libres de droit. Donc, vous pouvez aller voir. Il y a Consentis, par exemple. Il y a Bouillon Cube aussi. Enfin, vous pouvez aller voir sur Internet. Il y a beaucoup d'associations qui ont fait un super boulot et c'est libre de droit. Et il y a aussi une asso à Marseille qui est super, qui a fait tout plein de petites cartes. Je ne sais pas si vous allez voir d'ici. Non, je ne suis pas dans le bon sens. Je ne sais jamais dans quel sens. Voilà, c'est des petites cartes, je ne sais pas si vous voyez, t'es relou, j'ai dit non, arrête de m'expliquer, c'est sexiste, que vous pouvez commander sur t'esrelou.fr. C'est une asso de Marseille qui gère ça. C'est pas cher du tout et il y a des prix militants. C'est des petites cartes que vous pouvez avoir dans vos lieux et distribuer si vous avez un ou une relou dans vos lieux. Oui, pour terminer, c'était juste peut-être un tout petit focus sur l'état des lieux dans la culture, euh, quant au sexisme et au VSS. Alors, je vais essayer de repartager mon... Hop. Euh, donc, on s'en était arrêté là. Hop, vous le voyez? Oui. Mm. Euh, sur un petit focus sur la culture avec le rapport 2024 de l'Observatoire de l'égalité du ministère pour juste vous montrer quelques chiffres aussi sur l'état du sexisme. Ben, on voit bien que on est très loin de l'égalité en termes de chiffres dans le milieu culturel. Euh, euh, Sachant que dans les études supérieures du milieu culturel, on est à 50-50 femmes-hommes, c'est binaire, excusez-moi, mais et que en fait, au fur et à mesure, vous voyez, une fois qu'on est dans la profession, déjà on passe de 50% à 34%, il va y avoir ce qu'on appelle un effet de ruissellement avec des femmes qui sont peu à la tête d'établissements de la culture, à des postes de direction, avec un revenu moindre. Alors, ce qui augmente, c'est la part de représentation mise en scène par des femmes. Là, ça bouge un peu plus. Il y a beaucoup plus de structures et de festivals qui se positionnent sur des programmations paritaires. Euh, mais en tout cas, voilà, on voit qu'on est encore loin de manière générale de l'égalité. Et quand du coup, Nadia, tu parlais aussi des 70% de VSS qui sont commis par le fait de supérieurs, bah, vous voyez, hein, il y a 11% de femmes aux postes de direction les plus élevés. Donc voilà, on voit bien que dans le milieu culturel, comme dans les autres milieux, les postes de pouvoir sont encore aux mains des hommes. Je vous ai mis deux, trois témoignages, donc je vous préviens, certains témoignages sont un peu, enfin, sont difficiles. Ils sont issus de différents comptes Insta que vous connaissez peut-être, que je vous conseille sinon d'aller voir. C'est des comptes qui viennent recenser les VSS, notamment par le biais de témoignages. MeToo Théâtre, qui est très, très actif. Au début, c'était des témoignages. Maintenant, c'est plutôt des messages de soutien. Et puis, dans les témoignages, vous avez les mots de trop, c'est les écoles d'art. C'est un site qui est toujours actif. Paye ton tournage dans le cinéma, vous vous en doutez. Paye ta danse, paye ta note. Certains ne sont plus actifs. Euh, Ce sont des comptes qui existent dans tous les domaines, hein. Vous avez aussi Paye ta robe chez les avocats-avocates, Paye ta truelle pour les archéologues, Paye ton pinard, vous l'aurez compris tout et toute seule, je pense.
Mais une fois de plus, c'est des sites qui viennent montrer, des comptes qui viennent montrer la systémie de ces violences et dans le milieu culturel comme dans les autres milieux, pardon. Je ne vous les lis pas, hein, je vous les laisse découvrir. Si vous voulez aller voir ces sites, ces comptes, je vous le conseille, mais à petite dose pour votre santé mentale, puisque sinon ça fait beaucoup trop de témoignages d'un coup. Pour terminer, je reviens sur ce fameux HCE que j'aime beaucoup, dont je vous parlais en début de webinaire, le Haut Conseil à l'égalité, qui a fait un rapport en 2005 puis en 2015 sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture. Le premier en 2005 était issu d'un boulot de Ren Pratt et puis ça a été repris 10 ans après pour voir justement s'il y avait de l'évolution ou pas. Il y en aura peut-être un en 2025. En tout cas, le dernier en date révèle que sur les VSS dans le monde de la culture, on est, je cite, sur un état des lieux alarmant, avec des violences massives et endémiques. Vous en avez parlé tout à l'heure à plusieurs reprises aussi de certaines spécificités du milieu culturel. En tout cas, ce que démontre le HCE, c'est que ces violences-là sont présentes comme dans tous les milieux, mais la spécificité, c'est qu'ils sont particulièrement occultés ou déniés dans le milieu culturel. Alors on a parlé de certaines raisons tout à l'heure, mais est-ce que certaines auraient des idées à partager dans le chat sur pourquoi, à votre avis, dans ce milieu-là spécifiquement, ces VSS se sont occultés, voire déniés? Pourquoi est-ce que c'est si difficile dans la culture? Merci Maud pour les chiffres, pour le rappel des chiffres dans le milieu de la culture à l'instant. Parce que justement, je pense que si on met sous les yeux de tous les chiffres, ça permet quand même de se rendre compte des difficultés qui existent dans notre milieu. Et donc, la collecte de ces données, par exemple, est fondamentale, puisque c'est le point de départ. Si on ne peut pas en parler, dire quel est l'état des lieux et mesurer l'évolution, évidemment, déjà, on part avec un non-dit, avec un handicap, etc. Et donc, c'est important. Alors, moi, je vous avais posé la question de savoir où on en était dans le off, par exemple, par rapport aux 400 signalements de la cellule, par exemple. C'est intéressant de le savoir aussi, de quel endroit on part. Et par ailleurs, euh, c'est bien d'avoir un regard sur soi et une autocritique. Et donc, moi-même, je suis assez impliquée sur ces questions-là. Et donc, depuis un certain nombre d'années, je pousse à la roue en disant il faut recueillir et collecter ces données. Ces informations sur le off. Donc, l'architecture des données qui vient d'être euh, mis à l'écran là sur la culture en général, on pourrait faire la même chose pour le off. Et donc moi, je suis en contact évidemment avec vous tous pour essayer de faire avancer cette collecte de données. Et donc notamment dans les formulaires d'inscription et donc l'enregistrement sur la plateforme d'inscription au programme, on peut collecter beaucoup de données très intéressantes et qui nous permettraient de suivre l'évolution sur sur toutes ces lignes. Donc voilà, donc on a changé de plateforme cette année. On a peut-être fait certains progrès, mais on n'a pas fait le chemin en entier. On a des petites choses qui peuvent être considérées comme des reculs. Bref, je pense que ce serait pas mal d'avoir un groupe de travail au sein de notre association AFSC qui impliquerait toutes les bonnes volontés et qui permettrait d'avancer sur ces questions et de charger pas trop la barque pour les salariés, l'équipe salariée et le CA bénévole de AFSC en s'entourant de toutes les bonnes volontés dans les acteurs du off, hein, toutes les structures actrices, tous les théâtres, toutes les compagnies. Et donc peut-être essayer de revisiter la façon dont on collecte les données, parce que par exemple pour l'édition 2014, on n'aura pas toutes les données.
L'année dernière, j'avais souligné le fait que, par exemple, on ne pouvait pas savoir parmi les auteurs s'il y avait enfin, quelle était la proportion d'autrices et d'auteurs. Bon, bref, je ne sais pas si cette année, ça va être mis en place parce Si que, ça le sera, ça, Agnès, Agnès, ça le sera cette année. voilà. Donc, Désolée c'est une juste façon de de dire t'interrompre qu'on peut là-dessus. avancer. Je prends note de tes retours sur les évolutions. C'est toujours bienvenu pour faire évoluer à la fois la plateforme et nos outils. Tout à fait, ça c'est important et notamment pour la commission, le groupe de travail est créé. On va l'ouvrir à la commission, à l'ensemble des structures adhérentes. Ça sera une évolution pour la rentrée. Dans tous les cas, l'information vous fera circuler. On va peut-être juste finir avec Maud sur vraiment pourquoi ces particularités dans le spectacle vivant avant de Pas bien, laisser la parole à Chloé. Agnès pour conclure. Alors, je vois qu'il y a Merci. Camille. Merci. Merci Agnès. Merci Chloé. Euh, Camille, parce qu'il y a énormément d'hommes de, de, pardon, de pouvoir. Ah oui, voilà, d'hommes de pouvoir qu'on ne peut pas froisser si on les dénonce. Je parle de témoins des agressions et la peur de parler pour les victimes face à un monstre du cinéma. Exactement. Acteurs, réalisateurs, etc. Oui, en fait, il y a plusieurs spécificités, effectivement, dans le milieu culturel. Il y a cette idée de... J'ai remis mon son. Oui, vous m'entendez? Oui. Il y a ces rôles de pouvoir, cette vision du génie créateur masculin, intouchable. Il y a énormément aussi la raison de la précarité avec le statut de l'intermittence du spectacle. Avec la peur d'être blacklisté puisque tout le monde se connaît et que c'est un milieu de réseautage énorme. Il y a la peur aussi, enfin, ce qui revient beaucoup, moi, dans les groupes que je reçois, enfin, que j'accompagne là-dedans, dans les compagnies, dans les structures, il y a grande famille de la culture, ainsi que toutes les, par rapport à ce qui se passe vis-à-vis de l'inceste. Voilà, c'est difficile d'aller dénoncer des violences au sein d'une grande famille. Enfin, voilà, en tout cas, des raisons, il y en a plusieurs. Elles sont spécifiques à chaque domaine, hein, à la politique, au sport, à la culture, mais qui viennent voilà, expliquer aussi en quoi c'est particulièrement dénié. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Ouais, Je voulais juste dire... le point commun, c'est que c'est patriarcal. C'est un système patriarcal. Ah oui, de toute façon, on en revient toujours au patriarcat. Je voulais juste vous dire, si jamais vous avez besoin de ressources en local, vous avez donc, nous, le planning familial, où vous pouvez venir en entretien, vous pouvez être reçu chez nous pour discuter. Et nous vivons avec le CIDFF, qui est le Centre d'information des droits des femmes, avec des juristes et des avocats, avocates, qui du coup aussi peuvent vous accompagner sur le conseil juridique. On en parlait tout à l'heure avec Audience. Et vous avez une association LGBTQIA+, aussi sur Avignon, La Langouste à Bretelles, qui peut vous aider. Il y avait un retour intéressant de Benoît. Enfin, il y a eu plusieurs commentaires, à la fois de Camille. Nadia qui sans compter que c'est sans doute difficile d'ébranler l'image d'un monde paillettes. La sidération, on ne réalise pas ce qui a pu arriver. Et Benoît disait aussi, je pense que cette réalité est aussi occultée et niée car le métier est basé en partie sur l'idée qu'il faut transgresser des règles de moralité pour avoir un acte artistique, sinon important, du moins intéressant. Ça rejoint notre désir aussi qui est très présent dans le spectacle. Tout à fait. Bah, écoutez, ça a été un temps riche, 2 heures denses. Euh, on espère vous avoir apporté des outils de prévention. Nous vous avons présenté tout ce que nous allons renforcer sur le terrain. Et nous arrivons maintenant au terme de ce webinaire. Je vous invite donc à un autre temps fort sur la thématique qui aura lieu le 13 juillet à 14h30 au village du Hof. Nous animerons une table ronde. Ça sera un événement qui sera mené de concert avec le syndicat des metteurs en scène. Et ici,
J'ai la joie de voir que François Boursier est avec nous. Salut François. Là, je vais vous lire l'intitulé de, de ce webinaire. Violence et harcèlement sexiste et sexuel au nom de l'art. Donc, je rebondis sur le dernier commentaire, effectivement. Au nom de l'art, où sont les limites? Peut-on tout faire? Le metteur en scène, partenaire de progrès ou violeur en série? Donc voilà, la table ronde sera incarnée à travers à travers la personne du metteur en scène. À l'intérieur, nous remettrons en question l'éthique de notre milieu à travers cette figure. Et voilà, ben, je suis ravie de vous y retrouver et avec François, avec Chloé, entre autres, peut-être avec Maude, voilà. Et pour conclure, effectivement, comme on dit, les images et les mots ont leur force. Et je souhaiterais faire passer une vidéo qui a été faite à l'initiative de Nathalie Mann de l'Association française des actrices et acteurs associés et qui illustre bien la mobilisation du métier euh, aujourd'hui et de fait notre combat. Voilà. Chloé, est-ce que tu peux nous la passer? Est-ce On n'a pas le son. On n'a pas le son, dommage. Peut-être préciser que c'est une initiative de l'AFA, Acteurs et Actrices de France associés, qui a fait un appel au secteur pour envoyer des portraits pour se mobiliser et faire acte de soutien. Alors, ça a beaucoup plus d'impact avec le son, hein, je tiens à vous dire. On la retrouvera tout au long du festival. Voilà, on pourra la voir sur nos écrans à l'entrée du village du Hof. Et juste, oui, encore une fois, un grand merci à Léa Zaouk, Elena Boterf, Maud Fontanelle et Nadia Bouvard pour leur intervention précieuse aujourd'hui. C'est Qui seront grâce nos à ces partenaires. mobilisations communes qu'on arrive à avancer. Exactement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci Chloé, merci à vous toutes, merci à vous tous qui êtes là pour votre écoute. Nous espérons vraiment avoir apporté des outils nécessaires et je vous souhaite une très belle préparation de festival et un très beau festival à tous. Au revoir. Au revoir.